9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Pays Basque. Et dans notre dossier du jour, aujourd'hui, nous allons d'ores et déjà nous intéresser à la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Oui, on va parler un petit peu de sujets qui fâchent ce matin. Et le sujet du jour sera la phobie scolaire. Vous arrive-t-il, lorsque vous franchissez les grilles d'une école ou d'un collège, en tant qu'adulte, d'avoir cette petite boule au ventre, comme si vous aviez encore le statut d'élève? Eh bien, peut-être avez-vous souffert de phobie scolaire sans le savoir. Un état qui est aujourd'hui reconnu, enfin, c'est ce qu'on va voir au cours de cette émission, et qui pousse certains élèves à ne plus fréquenter un établissement scolaire, préférant parfois étudier à la maison. Alors d'où vient cette peur? Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à refuser d'aller à l'école? C'est ce dont nous allons parler ce matin avec la présidente de l'association Phobie scolaire, Odile Mandagaran, qui est notre invitée. Bonjour Odile. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Alors c'est vrai, pour parler de ce sujet quelque peu méconnu, la phobie scolaire, on n'en parle pas, mais la phobie scolaire, qu'est-ce que c'est exactement? Alors la phobie scolaire se traduit par une peur irraisonnée et instinctive qu'éprouvent certains enfants à se rendre en cours. Alors ce qui la différencie de l'école buissonnière, puisque c'est souvent la question que se posent à la fois l'éducation nationale et les parents, c'est que derrière il y a une grande souffrance de ces enfants et de terribles angoisses qui se manifestent par des somatisations qui peuvent aller jusqu'à des formes graves. Alors quels en sont les symptômes, quelles en sont les causes de cette phobie scolaire? Ce sont ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin en votre compagnie, peut-être si vous avez un témoignage à apporter, si vous-même vous avez souffert de phobie scolaire, si l'un de vos enfants en souffre actuellement, il y a des aides que vous pouvez recevoir. C'est ce dont nous allons parler ce matin avec vous au 05 59 59 17 17 et avec notre invitée, la présidente de l'association Phobie scolaire, Odile Mandagaran. Vous êtes dans le dossier du jour, c'est la vie en bleu. France Bleu Pays Basque, la vie en bleu jusqu'à 11h. Submergés par la peur, certains enfants se rendent complètement malades à la simple idée de mettre un pied à l'école. On appelle ça la phobie scolaire et on en parle ce matin dans notre dossier du jour avec notre invitée Odile Mandagaran, qui est la présidente de l'association Phobie scolaire. On en parle avec vous également au 05 59 59 17 17 et c'est un sujet qui apparemment vous parle ce matin puisque nous avons d'ores et déjà une intervenante avec nous. Elle nous appelle. Bonjour Ingrid. Oui, bonjour. Alors, bonjour Odile, au passage. Bonjour Ingrid. Bonjour. Vous avez déjà eu l'occasion, vous, de travailler avec l'association, justement, ou en tout cas d'y faire appel? Oui, je suis adhérente de cette association et grâce à cette association, ils nous aident à sortir la tête de l'eau et à comprendre ce qui se passe. Alors, quel a été le problème en ce qui vous concerne, justement? Enfin, ou en ce qui concerne votre enfant? Voilà, donc si vous voulez, mon fils est âgé de 14 ans. Il a eu un décrochage scolaire en fin sixième. Et en fait, ça a commencé, un vrai tsunami. D'accord, et ça se traduisait comment au quotidien? Par des crises, par des tocs, patati. Donc il a avalé des cachets, des tubes de dentifrice. Il a fait une TS. Voilà, il s'est retrouvé hospitalisé une semaine. Enfin bref, voilà. Et personne ne comprenait, moi-même, dans sa maman, je comprenais pas du tout ce qui lui passait. Et voilà, même ses profs, tout le monde. Même le corps enseignant, personne ne vous a malgré leur bienveillance, non, personne. Et même ces médecins, tout ça, on se demandait. Et alors comment vous avez alors déjà découvert l'association et ensuite pris contact avec elle? Parce que j'ai découvert cette association par le biais de Facebook. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, ils m'ont bien conseillé. Ils m'aident encore. Et même encore aujourd'hui, votre enfant... Même encore aujourd'hui, parce que moi c'est pas dû à un harcèlement, c'est dû à son fonctionnement. Donc ça c'est assez complexe, voilà. Ils nous conseillent de faire des bilans. Et surtout de penser que c'est un enfant avant tout. Alors je vais faire réagir Odile Mandagaran au témoignage d'Ingrid. J'imagine que ce cas de figure-là, c'est quelque chose que vous rencontrez extrêmement régulièrement.
Oui, effectivement, nous rencontrons ce type de profil d'enfant très très souvent sur le groupe. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, quand on découvre que notre enfant est en phobie scolaire, le diagnostic est pas posé très très rapidement, mais que notre enfant ne peut pas aller à l'école, on se pose des tas de questions, on ne comprend pas. On essaie de le forcer à aller en cours. C'est ce qui s'est passé pour Ingrid. Je pense que c'est ce qui se passe pour la majorité des parents. Donc quand ils nous rejoignent sur le groupe Facebook, on a un groupe Facebook fermé qui comprend quasiment 6000 personnes actuellement, donc 6000 familles en souffrance. Et ce que l'on conseille dans un premier temps, déjà, c'est de lâcher prise avec la scolarité. Ingrid l'a mentionné, et on le dit souvent, ce sont des enfants avant d'être des élèves. Donc le soin doit prendre le pas sur toute scolarité. Et ce que l'on conseille également, c'est de faire des bilans. Il faut découvrir pourquoi cet enfant est en phobie scolaire. Donc des bilans psychométriques. Alors ça peut venir de quoi justement? Quels peuvent être les problèmes qui peuvent faire en sorte que les enfants ont cette boule au ventre, cette incapacité physique même parfois d'aller à l'école? Alors ces enfants-là ont peur de ce qu'ils trouvent à l'intérieur de l'école. Les causes les plus fréquentes, c'est le harcèlement. Je dirais pour plus de 50% des enfants en phobie scolaire. Il peut y avoir également un choc, un décès dans la famille. On évalue ce genre de problématique à 20% à peu près. Et puis après, tous les enfants qui sont différents, des enfants qui souffrent de troubles des apprentissages, des troubles de l'attention, des enfants précoces, des enfants Asperger. Voilà. Donc il y a le harcèlement, mais il n'y a pas que ça. Et surtout, il faut vraiment creuser. C'est-à-dire que un enfant précoce peut être en phobie scolaire, mais il faut quand même continuer à creuser et voir ce qui se passe réellement. Alors comme nous le dit Ingrid là dans son témoignage, puis Ingrid, vous nous disiez que vous continuez encore aujourd'hui à travailler régulièrement avec votre enfant et avec des professionnels de santé. Comment ça se passe, le travail au quotidien? Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez la rencontrer, on m'a conseillé de faire un bilan, donc ce qui a été fait l'année dernière. Donc, j'ai fait déjà un premier bilan. Même avec ça, même avec la bienveillance de ses professeurs, l'équipe pédagogique, qui arrive enfin à comprendre, sachant qu'on a dû monter un dossier de 25 pages. D'accord. Voilà, pour éviter aussi certains IP, pour éviter, D'accord. Enfin, c'est très très complexe et et je dois creuser encore parce que mon fils n'est pas encore sorti. D'accord, vous êtes encore aujourd'hui en... Voilà, c'est ça, j'ai des autres bilans à faire. Voilà. Alors, on va... Parce que même certains professionnels se sont dépassés aussi par la phobie scolaire. Parce que c'est... Alors, je me tourne vers Odile, parce que c'est encore un problème qui reste méconnu du grand public, méconnu des professionnels? Méconnu, méconnu, oui, surtout dans certaines régions. D'ailleurs, la mienne. Encore méconnu. D'ailleurs, la mienne, oui. On va continuer à parler de ce sujet. Merci Ingrid pour votre témoignage, en tout cas, et bon courage à vous. D'accord, merci beaucoup ce matin. Et merci Odile. À bientôt Ingrid. Bien, à bientôt, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a des études qui sont faites sur ce problème de phobie scolaire. J'en avais vu une qui avait été réalisée l'année dernière, qui disait que sur environ 12 millions d'élèves, on comptait entre 2 à 5% atteints de phobie scolaire. Alors la jauge paraît peu, mais est-ce que l'étude est vraie déjà, et est-ce que c'est vraiment 2 à 5%? Alors effectivement, ce sont les chiffres qui sont avancés avec un peu de recul sur l'association. On se rend compte, et aussi en tenant compte d'autres recherches, notamment des recherches qui ont été menées aux États-Unis, que ce serait plutôt 28% des enfants qui seraient concernés par la phobie scolaire au cours de leur scolarité. Alors ça peut être des périodes plus ou moins longues, et on évalue plutôt à 2% les formes graves de phobie scolaire qui effectivement rentrent dans un processus psychiatrique lourd. Est-ce que des études récentes sont menées sur ce sujet aujourd'hui en tout cas?
Oui, alors nous avons mené une recherche en collaboration avec l'INSERM et le docteur Leila Benoît, qui est doctorante INSERM et qui pédopsie à la Maison de Solène à Paris. Les résultats d'ailleurs de cette recherche seront publiés en fin d'année. Et c'est la première recherche française sur le sujet, donc on en attend beaucoup, notamment en termes de légitimité par rapport à tout ça. Oui. Ça va vous apporter cette crédibilité dont vous manquez peut-être encore aujourd'hui un petit peu par rapport au corps enseignant et aux professionnels de santé. Absolument, oui, absolument, et de mettre des mots, de mettre des chiffres. Une recherche INSERM, oui, ça rend crédible toute association et tout sujet. La phobie scolaire, on en parle ce matin avec Odile Mandagaran, la présidente de l'association Phobie scolaire. On en parle aussi avec vous, si vous avez comme Ingrid un témoignage, une question à nous apporter ce matin. L'antenne vous est ouverte au 05 59 59 17 17. 11h, la vie en bleu sur France Bleu Pays Basque. 9h33 dans notre dossier du jour aujourd'hui, à quelques encablures, à quelques jours de la rentrée scolaire. On parle de phobie scolaire avec la présidente de l'association Phobie scolaire, Odile Mandagaran, qui est notre invitée ce matin. On parle de ces problèmes, de ces crises d'angoisse, de ces maux de ventre, de ces vomissements même parfois, parce que ça se traduit chez les enfants souvent d'ailleurs par un problème complètement physique, c'est physiquement même qu'ils ne peuvent plus aller à l'école. Oui, absolument, on appelle ça des somatisations. Ce sont des enfants qui peuvent faire des insomnies, qui ont des maux de ventre, qui peuvent aller dans les formes graves, à se scarifier, à fuguer, et ils sont dans l'impossibilité totale soit de sortir de leur lit, de leur chambre, ou lorsqu'ils sont devant l'établissement scolaire, ils bloquent. Tel un cheval devant l'obstacle. Et on a beau les forcer, on a beau mais vraiment tout faire, tout utiliser, la force, la conviction, l'écoute, rien ne marche. Et on peut parler de phobie scolaire justement quand tous ces symptômes, toutes ces somatisations se répètent. Bien évidemment, certains enfants ont un petit peu mal au ventre pour aller à l'école, mais si c'est pas répétitif, c'est pas de la phobie scolaire. Pour les parents, pour les membres du corps enseignant même qui nous écouteraient ce matin, quels seraient les premiers symptômes, les premiers signaux d'alarme pour lesquels on devrait s'inquiéter ? Les premiers signaux d'alarme, c'est un absentéisme. Ça peut être un absentéisme perlé. Des enfants qui développent des tas de maladies. Donc les parents, finalement, on pense les enfants un petit peu fragiles, mais au bout du compte, c'est quand même un premier signal. Pour les enseignants, je pense que les personnes au sein de l'éducation nationale qui sont les mieux à même de repérer ces enfants qui risquent de basculer dans la phobie sont les infirmières scolaires, des enfants qui vont souvent à l'infirmerie, ou bien dans la cour de récréation des enfants qui s'isolent, qui ont du mal à aller manger à la cantine. Enfin, il y a tout un tas de signaux comme ça qui permettent d'alerter et qu'il faudrait repérer effectivement pour éviter d'en arriver au burn-out total. Oui. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a repéré les premiers signaux, quels seraient les premiers gestes pour les parents justement, ou alors pour le corps enseignant ou les infirmières scolaires? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier à ce moment-là? Alors pour les enfants qui effectivement manifestent ces premiers signes, mais qui peuvent encore rentrer dans l'école, je crois qu'il y a à mettre en place tout un accompagnement. Ça peut passer par des aménagements, ça peut passer des rencontres pédagogiques. Tout ça pour éviter justement qu'on en arrive au stop total et que l'enfant ne puisse plus aller en cours. Si vraiment on se rend compte que l'enfant a de grosses difficultés, c'est peut-être aussi à ce moment-là où, et ça c'est très difficile à faire pour les parents, mais à le sortir de l'école et le faire basculer sur un CNED réglementé pour une certaine période. Tout ça afin que l'angoisse de l'école, ça pèse. Il travaille à la maison, mais il est encore en état de travailler à la maison, et ça c'est très très important. On va peut-être expliquer juste en quelques mots ce qu'est le CNED exactement pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors le CNED, c'est une possibilité d'enseignement à distance qui est régie par l'éducation nationale. Ça peut être une des solutions pour les enfants, mais alors je me fais un petit peu l'avocat du diable là, Odile, est-ce que ça ne poserait pas d'autres problèmes d'ordre social en plus? Est-ce que ça ne pousserait pas l'enfant à s'isoler encore plus, d'être scolarisé à domicile?
domicile justement? Alors ça peut, effectivement. C'est vrai que dans les cas d'enfants qui sont au CNED, on peut voir certaines dérives vers la phobie sociale. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'un enfant qui est au CNED, il faut aussi privilégier tout ce qui est plaisir, toutes les activités. Être à la maison, ça ne veut pas dire ne rien faire d'autre. Donc pour éviter ce renfermement, c'est proposer à son enfant des activités. Les activités sportives du mercredi après-midi, voilà, du week-end, oui. Oui. Donc c'est l'encadrement de la famille qui est le plus important dans ce cas-là, évidemment. Mais en ce qui concerne l'encadrement professionnel, l'encadrement scolaire, l'encadrement médical, comme on dit, quelles sont les relations que vous entretenez, vous, en tant que présidente de cette association Phobie Scolaire, avec ces entités-là? Alors c'est une partie justement de nos actions, c'est de travailler de manière proche avec l'éducation nationale, avec le CNED également, pour essayer d'adapter au mieux les cours pour ces enfants-là et de travailler avec des professionnels de la santé. Ouais. On va prendre une très courte pause, oui. Odile, on revient juste après dans notre dossier du jour avec peut-être vos témoignages si vous avez justement un enfant dans ce cas-là, dans ce cas de phobie scolaire, ou si vous êtes un professionnel, un cadre de l'enseignement, que vous voulez apporter votre témoignage, posez une question à notre invitée Odile Mandagaran, la présidente de l'association Phobie Scolaire, c'est au 05 59 59 17 17. France Bleu Pays Basque, la vie en bleu jusqu'à 11h. À quelques encablures de la rentrée, la phobie scolaire, c'est notre dossier du jour sur France Bleu Pays Basque avec notre invitée, la présidente de l'association Phobie Scolaire, Odile Mandagaran, qui répond à vos questions, vos témoignages au 05 59 59 17 deux fois. N'hésitez pas à nous rejoindre ce matin. On a parlé un petit peu de l'encadrement, parlons un petit peu des parents, si vous le voulez bien, Odile, puisque on peut imaginer facilement d'ailleurs que comme cette maladie de la phobie scolaire n'est pas forcément encore reconnue, que ce soit par le corps enseignant ou par l'éducation nationale, que on pourrait avoir tendance à rejeter la faute sur les parents, ce qui ne doit pas être le cas normalement. Alors oui, absolument. C'est vrai que déjà la phobie scolaire est un vrai tsunami pour les parents qui se trouvent démunis, et ce qui augmente encore leur stress, leur angoisse, c'est une non-reconnaissance souvent par les équipes éducatives ou professionnelles de cette problématique. Alors on se retrouve avec des parents qui vont voir des médecins et qui au final sortent de là en ayant compris qu'ils sont fautifs ou que c'est un problème éducationnel, ce qui est pas le cas du tout. Et dans l'association justement, on essaie de se battre contre ça, puisque lorsqu'une famille se retrouve face à une équipe pédagogique qui leur dit non, votre enfant il est pas bien élevé, vous ne le poussez pas assez, tout est de votre faute quelque part, et ne prend pas en compte cette souffrance terrible du parent, on arrive à des situations catastrophiques. Ou les services sociaux parfois rentrent en jeu. Absolument, et on voit ça justement, c'est quelque chose justement, merci de l'aborder, que je voulais absolument soulever, c'est que de plus en plus on voit des familles se retrouver stigmatisées devant un juge. On a même eu des cas, et ils sont de plus en plus fréquents malheureusement, d'informations préoccupantes, ça commence comme ça, et puis qui se retrouvent devant un juge et avec des placements d'enfants. Donc alors que le lien entre la phobie scolaire et le placement, quand même, c'est assez improbable, c'est quelque chose de terrible. Oui, donc ces familles-là sont en grande souffrance. Alors heureusement, il y a donc l'association qui peut leur apporter un soutien, qui peut leur apporter une aide. Il y a une feuille de route d'ailleurs que vous mettez à disposition des familles qui se retrouvent dans ce genre de situation. Oui, tout à fait. C'est une feuille de route qui a été mise en place par l'association, qui est très détaillée. Et vraiment qui permet aux parents de se repérer dans le parcours qu'ils vont devoir avoir pour gérer cette phobie scolaire. Un parcours qui peut parfois être très long, comme on a vu tout à l'heure avec Ingrid, qui depuis des années se bat pour son enfant. Absolument, ça peut effectivement prendre du temps. Il faut savoir que plus c'est pris tôt, plus on peut résoudre le problème rapidement. Ce qui permet de résoudre aussi le problème, c'est lorsqu'on tombe sur un bon psy, sur
une équipe éducative très compréhensive, à l'écoute, et lorsque les parents eux-mêmes acceptent peut-être aussi de faire le deuil de l'enfant parfait ou de la projection qu'ils faisaient de leur enfant. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais ça se fait de manière plus en souplesse. Donc, ouais. Oui, comme tous les problèmes psychologiques, ça prend du temps à travailler, ça prend du temps à se soigner, ça peut parfois même prendre quelques années. Oui. Alors, cette feuille de route, on peut la retrouver très facilement d'ailleurs. Oui, vous la retrouvez sur notre site, www.apsphobiscolaire.org, ainsi que tout un tas de documents qui sont très pratiques, des feuilles de route pour les parents, organiser les rencontres avec les équipes pédagogiques, etc. Donc oui. Bon, j'espère en tout cas, parce que là on approche de la fin de l'émission, qu'on aura l'occasion de vous réinviter, Odile, ici pour parler de ce souci, pour pourquoi pas accompagner quelques parents ou quelques cadres enseignants qui pourraient nous écouter et venir poser leurs questions. Oui, avec grand plaisir. Merci en tout cas d'être venu ici dans les studios de France Bleu Pays Basque. On rappelle le site de l'association www.afsphobiscolaire.org. APS-phobiscolaire.org. Ne pas se tromper, après vous tapez phobie scolaire dans n'importe quel moteur de recherche et vous allez tomber sur le site de l'association. N'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais vous vous retrouvez dans cette situation. Merci encore Odile. Merci à vous. Odile Mandagaran, présidente de l'association Phobie Scolaire, était notre invitée ce matin. C'est une émission que vous pouvez retrouver évidemment et réécouter sur notre site francebleu.fr. La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr.